En octobre 1428, la France est au bord du gouffre. Depuis presque un siècle, la guerre de 100 ans ravage le royaume. Les Anglais contrôlent tout le nord du pays, de Paris jusqu'à la Normandie et la Bretagne. Le Sud reste fidèle à Charles VII, mais ce roi sans couronne est surnommé avec mépris le roi de Bourges par ses ennemis. Entre les deux camps, la Loire trace une frontière naturelle que les Anglais brûlent de franchir. Le royaume est déchiré par une guerre civile qui complique encore la situation. Les Bourguignons, censés être français, ont pris le parti des Anglais après l'assassinat de leur duc Jean sans peur en 1419. Cette trahison a permis aux Anglais de signer le traité de Troyes en 1420, un document qui déshérite Charles VII et proclame que le jeune Henri VI d'Angleterre sera roi de France et d'Angleterre à la mort de Charles VI. Quand Charles VI meurt en 1422, la situation devient catastrophique pour les Français fidèles au dauphin. Les victoires anglaises s'enchaînent avec une régularité désespérante. En 1415, Azincourt a vu la chevalerie française écrasée par les archers anglais. En 1423, nouvelle défaite à Cravant. En 1424, c'est Verneuil qui voit les derniers espoirs français s'effondrer. Les Anglais ont perfectionné une tactique redoutable qui met à terre les chevaliers bardés de fer grâce à leurs archers montés. Ils se déplacent à cheval mais combattent à pied, protégés par des pieux plantés dans le sol qui brisent les charges de cavalerie. Face à eux, la noblesse française s'obstine dans ses méthodes dépassées et se fait massacrer bataille après bataille. En 1428, le régent anglais Bedford décide de porter le coup final. Son objectif est simple mais mortel pour les Français, prendre Orléans. Cette ville fortifiée de 20 000 habitants contrôle l'unique pont sur la Loire dans toute la région. Si Orléans tombe, les Anglais pourront déferler sur le sud de la France et en finir avec Charles VII. Le dauphin n'aura plus qu'à s'exiler ou à capituler. La partie semble jouée d'avance. Le 12 octobre 1428, les troupes anglaises commandées par Thomas Montagu, comte de Salisbury, arrivent devant Orléans. C'est un chef de guerre expérimenté qui a déjà conquis la moitié du Maine pour le compte de l'Angleterre. Pendant l'été, il a méthodiquement sécurisé la région en prenant les bourgs de Beauce, Angerville, Toury, Artenay, tombent les uns après les autres. Orléans est maintenant isolé. La première cible de Salisbury est le fort des Tourelles, une bastide fortifiée qui défend le pont sur la rive sud de la Loire. Du 21 au 24 octobre, les combats font rage. Les défenseurs français résistent avec acharnement pendant 10 jours, mais ils finissent par céder. La perte des Tourelles est un coup dur pour Orléans. Le pont est maintenant coupé et les Anglais contrôlent l'accès sud de la ville. Mais Salisbury ne profite pas longtemps de sa victoire. Le 27 octobre, pendant qu'il inspecte les tourelles conquises, un boulet de canon tiré depuis la tour Notre-Dame d'Orléans lui arrache la moitié du visage. Il agonise pendant 1 semaine avant de mourir le 3 novembre. La mort de Salisbury aurait pu désorganiser le siège, mais les Anglais tiennent bon. William de la Pole, comte de Suffolk, prend le commandement temporairement avant que John Talbot n'arrive en renfort. Ces 2 chefs de guerre sont des vétérans endurcis qui ont fait leurs preuves sur tous les champs de bataille de France. Suffolk est un aristocrate calculateur. Talbot est une brute sanguinaire que ses ennemis surnomment l'Achille anglais. Ensemble, ils organisent méthodiquement l'encerclement d'Orléans. Les Anglais construisent une série de bastilles tout autour de la ville. Ce sont des fortifications en bois, terre et fascines qui permettent à des garnisons de contrôler les accès à Orléans. Entre novembre 1428 et février 1429, 9 bastilles principales sont érigées. Au nord-ouest, entre la Loire et la route de Paris, les fortifications sont denses. 7 bastilles se dressent comme autant de dents menaçantes. À l'est, seulement 2 bastilles à Saint-Loup et Saint-Jean-le-Blanc, car les Anglais manquent d'hommes pour boucler complètement la ville. C'est là le problème majeur des assiégeants. Ils ne sont que 3500 à 4000 combattants pour encercler une ville de 20 000 habitants défendue par des murailles solides de 3 km de long. Cette dispersion des forces les rend vulnérables, mais personne ne le voit encore. Les garnisons des bastilles comptent en moyenne 300 hommes chacune, et les intervalles entre les forts ne peuvent pas être surveillés efficacement. Des convois de ravitaillement continuent à entrer dans Orléans par l'est,
et des escarmouches quotidiennes maintiennent les deux camps sur le qui-vive sans qu'aucune bataille décisive n'éclate. À l'intérieur d'Orléans, la situation reste tendue mais pas désespérée. La ville est défendue par Jean de Dunois, bâtard d'Orléans, un chef de guerre compétent qui maintient le moral des troupes. Les Orléanais ont pris des mesures drastiques pour empêcher les Anglais d'utiliser les faubourgs comme abris. Entre novembre et décembre 1428, ils rasent systématiquement tous les édifices extérieurs aux murailles. La collégiale Saint-Aignan, reconstruite seulement 8 ans plus tôt, est démolie une seconde fois. C'est un sacrifice douloureux mais nécessaire. Pendant l'hiver, le siège s'installe dans une routine mortelle. Les Anglais resserrent progressivement leur étau, mais ils n'ont ni les effectifs ni l'artillerie pour lancer un assaut général. Les Français font des sorties régulières pour harceler les assiégeants. Mais ces escarmouches ne changent rien à l'équilibre des forces. Les deux camps attendent, l'un espérant que la famine fasse son œuvre, l'autre priant pour l'arrivée de renforts qui ne viennent pas. Le 12 février 1429, les Français tentent un coup d'éclat qui tourne au désastre. Un convoi de 300 chariots chargés de vivres pour les assiégeants anglais remonte depuis Chartres vers Orléans. Ces chariots transportent des barils de haringues et d'autres provisions destinées à nourrir les troupes pendant le carême. Pour les Orléanais affamés, c'est une cible trop tentante pour la laisser passer. Jean de Dunois rassemble une armée de 4000 hommes, dont un contingent d'Écossais commandé par John Stuart de Darnley. Les Écossais sont les alliés traditionnels de la France, liés par la vieille alliance depuis 1295. Ils haïssent les Anglais autant que les Français et se battent avec une férocité légendaire. Dunois est confiant. Ses forces sont largement supérieures en nombre à l'escorte du convoi commandé par Sir John Fastolf. Mais Fastolf est un tacticien brillant qui a survécu à 30 ans de guerre. Quand il voit les Français approcher, il ordonne à ses hommes de former un cercle défensif en utilisant les chariots comme rempart. Les archers anglais se mettent en position derrière cette barricade improvisée, leurs arcs longs prêts à tirer. C'est une formation que les Anglais ont perfectionnée au fil des décennies et qui s'est révélée dévastatrice contre la chevalerie française. Les Écossais, impatients et sûrs de leur supériorité numérique, chargent sans attendre que l'infanterie française ne soit en position. C'est exactement ce que Fastolf espérait. Les archers anglais lâchent une pluie de flèches qui déciment les rangs écossais. John Stuart tombe mort avec des centaines de ses hommes. La charge se brise contre le mur de projectiles. Les survivants refluent dans la confusion, entraînant dans leur déroute le reste de l'armée française qui n'a même pas eu le temps d'engager le combat. La bataille, si on peut l'appeler ainsi, ne dure que quelques minutes. Les Français laissent plusieurs centaines de morts sur le terrain et se replient en catastrophe vers Orléans. Fastolf a sauvé son convoi sans perdre un seul chariot. Pire encore, les barils de haringues éventrés par les boulets français se répandent sur le champ de bataille, transformant la défaite en humiliation. Les Anglais baptisent ironiquement cet engagement la journée des haringes. Pour les Français, c'est un coup terrible au moral. Après ce désastre, le moral des Orléanais s'effondre. La capitulation semble n'être plus qu'une question de jours. Les notables de la ville envoient une ambassade auprès de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pour tenter de négocier une abstinence de guerre, c'est-à-dire une suspension temporaire des hostilités. Philippe le Bon fait semblant d'être intéressé et va même plaider la cause d'Orléans auprès du régent Bedford à Paris. Mais Bedford refuse net. Il sent que la victoire est à portée de main et ne veut pas la laisser échapper. Vexé par ce refus, Philippe le Bon retire ostensiblement ses troupes du siège début mars. C'est un geste purement symbolique qui affaiblit un peu les Anglais, mais ne change rien au rapport de force. Les Bourguignons qui quittent Orléans représentent environ 1500 hommes, une perte significative mais pas décisive. Et surtout, cette brouille n'empêche pas Philippe le Bon de rester l'allié des Anglais. C'est un coup de théâtre politique qui ne sauve pas Orléans. À Chinon, Charles VII et sa cour observent impuissants l'agonie de la ville. Le dauphin n'a plus d'armée digne de ce nom après la journée des harengs. Ses finances sont au plus bas, ses généraux démoralisés, ses conseillers divisés en factions qui passent leur temps à s'affronter au lieu de combattre l'ennemi. La cour de Bourges, comme on l'appelle avec mépris, est paralysée par les intrigues. Certains suggèrent même que Charles devrait fuir en Espagne ou en Écosse plutôt que de tomber entre les mains des Anglais.
C'est dans ce contexte désespéré qu'arrive à Chinon, le 23 février 1429, une jeune fille de 10 à 7 ans qui dit s'appeler Jeanne et vient d'un village de Lorraine nommé Domrémy. Elle prétend avoir été envoyée par Dieu pour sauver Orléans et faire sacrer Charles VII à Reims. Les courtisans la prennent pour une folle. Les généraux ricanent, mais Charles VII, qui n'a plus rien à perdre, accepte de la recevoir. La rencontre entre le roi sans couronne et la bergère est entourée de légendes. On raconte que Charles se serait caché parmi ses courtisans pour tester Jeanne et qu'elle l'aurait reconnue miraculeusement. La vérité est probablement plus prosaïque, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que Jeanne réussit à convaincre Charles de lui donner sa chance. Elle lui promet un signe qui prouvera qu'elle parle au nom de Dieu, la levée du siège d'Orléans. Avant de lui confier des troupes, Charles fait examiner Jeanne par les théologiens de Poitiers. Pendant 3 semaines, les clercs interrogent cette jeune fille qui n'a jamais appris à lire ou à écrire, mais qui parle de stratégie militaire et de théologie avec une assurance déconcertante. Ils vérifient aussi qu'elle est bien vierge, car les prophéties qui circulaient en France parlaient d'une pucelle venue des marches de Lorraine qui sauverait le royaume. Les matrones examinent Jeanne et confirment sa virginité. Les clercs ne trouvent rien d'hérétique dans ses propos. Le 22 mars, Charles VII prend sa décision. Il confie à Jeanne une armure, une bannière blanche frappée de fleurs de lys, un cheval, un page et une petite escorte. Elle n'est pas nommée commandante de l'armée, contrairement à ce que racontent certaines légendes, mais elle accompagnera le convoi de ravitaillement qui se prépare à Blois pour secourir Orléans. C'est une concession minimale, mais pour Jeanne, c'est suffisant. À Blois, Jeanne rejoint l'armée de secours qui rassemble plusieurs milliers d'hommes sous le commandement de Jean de Brosse, maréchal de France, et d'autres capitaines expérimentés. Elle fait immédiatement sensation. Cette jeune fille en armure qui chevauche à la tête des troupes et parle avec autorité fascine les soldats. Mais ce qui les stupéfie encore plus, c'est qu'elle exige d'eux qu'ils renvoient les prostituées qui suivent habituellement les armées, qu'ils cessent de jurer et qu'ils se confessent avant le combat. Les vieux routiers grognent, mais obéissent. Il y a quelque chose dans le regard de Jeanne, dans sa conviction absolue, qui impose le respect même aux plus endurcis. Elle fait précéder les troupes de prêtres qui chantent des hymnes religieux. L'armée qui s'ébranle de Blois, le 27 ou 28 avril 1429, ressemble plus à une procession qu'à une force militaire. Les capitaines se demandent ce qu'ils ont accepté. Mais les soldats, eux, commencent à croire. Des rumeurs courent depuis des années sur une jeune fille qui sauverait la France. Serait-ce elle? L'armée de secours arrive en vue d'Orléans le 29 avril au soir. Le trajet s'est fait par la rive sud de la Loire pour éviter les bastilles anglaises concentrées au nord. Mais cela pose un problème. Pour entrer dans la ville, le convoi doit passer devant le fort anglais de Saint-Laurent, bien visible depuis la rive nord. Les capitaines s'attendent à un affrontement sanglant. Pourtant, inexplicablement, les Anglais ne bougent pas. Talbot et Suffolk observent le convoi depuis leur position. Ils voient les milliers de Français qui défilent avec leurs chariots de vivres et leurs bannières. Ils pourraient lancer une attaque, mais ils jugent l'armée de secours trop puissante pour être arrêtés avec les forces dont ils disposent. C'est une erreur tactique majeure qui va leur coûter cher. Au lieu de tout risquer pour empêcher le ravitaillement d'Orléans, ils laissent passer le convoi en se disant qu'ils auront d'autres occasions. Vers 8 heures du soir, Jeanne entre dans Orléans, montée sur un cheval blanc. À sa gauche chevauche Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans, qui défend la ville depuis 6 mois. Derrière eux viennent les capitaines et les soldats. La population entière se presse dans les rues pour voir cette jeune fille dont on parle depuis des semaines. Les Orléanais sont électrisés. Ils se bousculent pour toucher son cheval, pour l'apercevoir, pour crier leur joie. Certains pleurent d'émotion. Le journal du siège, un témoignage contemporain rédigé par un notaire orléanais, décrit la scène. Tous, gens de guerre, hommes, femmes, enfants, témoignaient leur joie comme s'ils voyaient Dieu descendre parmi eux. Ils se sentaient déjà réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être en cette simple pucelle. Dans l'enthousiasme, quelqu'un avec une torche met accidentellement le feu à la bannière de Jeanne. Elle manie son cheval avec l'aisance d'un écuyer expérimenté et éteint elle-même les flammes. Le geste impressionne les guerriers présents.
Jeanne est logée chez Jacques Boucher, trésorier du duc d'Orléans, dont la fille devient sa compagne de chambre. Elle ne perd pas de temps. Dès le lendemain matin, elle envoie un message aux commandants anglais, leur ordonnant de partir. C'est une lettre qu'elle avait déjà fait rédiger à Blois le 22 mars, avant même de partir pour Orléans. Le ton est sans appel. Vous, hommes d'Angleterre, qui n'avez aucun droit en ce royaume de France, le roi des cieux vous mande et ordonne par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos Bastilles et retourniez en vos pays. Les Anglais reçoivent la lettre avec mépris. Cette gamine qui joue aux soldats les fait rire. Ils crient depuis leur Bastille que Jeanne est une putain, une sorcière, qu'ils vont la brûler quand ils l'attraperont. Mais sous les insultes, on sent une nervosité nouvelle. Depuis la journée des harangues, ils pensaient les Français brisés. Voilà qu'une armée fraîche vient d'entrer dans Orléans sans qu'ils puissent l'en empêcher. Et cette fille étrange qui galvanise les foules commence à les inquiéter. Jeanne passe les jours suivants à parcourir Orléans de long en large. Elle se montre partout, parle aux soldats, réconforte les civils, inspecte les défenses. Elle sort même de la ville pour observer les bastilles anglaises et évaluer leur solidité. Son énergie est contagieuse. Les Orléanais, qui végétaient dans une attente passive depuis des mois, se réveillent soudain. Dunois part chercher des renforts et ramener l'armée royale principale qui tarde à arriver. Pendant son absence, Jeanne maintient le moral et l'activité. Le 1er mai, jour de l'Ascension, Jeanne envoie une nouvelle lettre aux Anglais. Cette fois, elle l'attache à une flèche et la fait tirer dans leur ligne. Le message est le même. Partez ou vous serez chassés de force. Les Anglais répondent en l'insultant de plus belle. Ils l'appellent la putain des Armagnacs et menacent de la brûler. Jeanne pleure de rage devant ces blasphèmes, mais sa résolution ne faiblit pas. Elle sait que le moment de vérité approche. Le 4 mai au matin, Jean de Dunois lance une attaque surprise contre la Bastille de Saint-Loup, à l'est d'Orléans. C'est une des 2 fortifications qui gardent ce secteur mal défendu par les Anglais. Jeanne n'a pas été prévenue de l'assaut. Elle fait la sieste quand son page la réveille en catastrophe pour lui annoncer que le combat a commencé. Elle bondit, enfile rapidement son armure et se précipite hors de la ville avec son étendard. La bataille de Saint-Loup fait rage depuis plusieurs heures quand Jeanne arrive. Les Orléanais ont pris les Anglais par surprise, mais ceux-ci résistent férocement dans leur Bastille. Jeanne se jette dans la mêlée. Sa présence électrise les attaquants qui redoublent d'ardeur. Les Anglais tentent une contre-attaque désespérée, mais sont repoussés. Vers 5 heures du soir, Saint-Loup tombe. C'est la première Bastille anglaise conquise depuis le début du siège. Les Français font 100 prisonniers et tuent plusieurs dizaines d'Anglais. Jeanne pleure en voyant les morts, même ennemis, et refuse que les prisonniers soient massacrés. Le 5 mai, jour de l'Ascension, Jeanne respecte la trêve religieuse qui interdit les combats ce jour-là. Mais le 6 mai, elle reprend l'offensive. Cette fois, la cible est la Bastille de Saint-Jean-le-Blanc, au sud de la Loire, rapidement prise et abandonnée par les Anglais qui se replient vers la Bastille des Augustins. C'est un couvent fortifié qui protège l'approche des tourelles. Les Français attaquent immédiatement, mais l'assaut est repoussé. Ils doivent se replier vers Saint-Jean-le-Blanc, dans le désordre. Les Anglais profitent de la confusion pour lancer une contre-attaque. Ils sortent des Augustins et poursuivent les Français en déroute. C'est le moment critique où tout peut basculer. Mais Jeanne et La Hire, un des capitaines les plus féroces de l'armée royale, se jettent dans la mêlée lance à la main. Ils barrent la route aux Anglais et permettent aux troupes françaises de se reformer. L'élan anglais est brisé. Les Français contre-attaquent à leur tour et repoussent les Anglais jusqu'aux Augustins. La bataille devient alors confuse et acharnée. Les 2 camps se battent avec une intensité terrible autour du couvent fortifié. Jeanne est partout, encourageant les soldats, brandissant son étendard, refusant de reculer même quand une flèche lui transperce le pied. Vers le soir, les Augustins tombent finalement entre les mains françaises. Les Anglais survivants s'enfuient vers les tourelles. Jeanne, blessée, retourne se faire soigner à Orléans. Les capitaines tiennent un conseil de guerre dans la soirée pour décider de la suite, mais elle est trop épuisée pour y participer. Le lendemain matin, 7 mai, on demande à Jeanne de rester à Orléans et de ne pas participer à l'assaut final contre les tourelles. Elle refuse catégoriquement. Elle se lève, enfile son armure malgré sa blessure au pied et rejoint les troupes qui se préparent à attaquer.
Quand les habitants d'Orléans la voient sortir de la ville, ils poussent des cris de joie. Des centaines de volontaires se joignent spontanément aux soldats. Des charpentiers commencent à réparer le pont avec des poutres pour permettre une attaque par les deux côtés à la fois. L'assaut des tourelles est la bataille la plus terrible du siège. Le fort est solidement défendu par 700 à 800 Anglais aguerris, commandés par William Glasdale, un vétéran impitoyable. La Bastille est protégée par une palissade et un fossé profond. Les Français doivent planter des échelles contre les murs et les escalader sous une pluie de projectiles. Les Anglais lancent sur eux des pierres, de l'huile bouillante, des flèches. Certains défenseurs utilisent même leurs mains nues pour repousser les assaillants dans le fossé. Jeanne paie de sa personne. Elle monte elle-même à l'assaut, son étendard à la main. C'est alors qu'un archer anglais, posté sur les remparts, bande son arc et vise soigneusement. La flèche traverse l'armure de Jeanne et lui transperce l'épaule entre la clavicule et le sein. La pointe ressort dans son dos. Jeanne hurle de douleur et s'évanouit. On la transporte rapidement à l'arrière, pendant que les Anglais poussent des cris de triomphe, pensant qu'elle est morte. La nouvelle de la blessure de Jeanne se répand comme une traînée de poudre. Le moral des Français s'effondre. Les Anglais, revigorés, repoussent les assauts avec une énergie nouvelle. L'après-midi s'écoule dans une bataille indécise. Les Français tentent de saper les fondations des tourelles avec des mines, bombardent les murs avec leur artillerie depuis l'île Saint-Antoine, mais rien n'y fait. Les Anglais tiennent bon. Vers le soir, Jean de Dunois décide qu'il faut battre en retraite. Trop de Français sont morts ou blessés, et la nuit va tomber. C'est alors que Jeanne réapparaît. Elle a arraché elle-même la flèche de sa plaie, refusant qu'on applique de l'huile ou des onguents comme le proposait un soldat. La blessure saigne abondamment, mais elle l'ignore. Elle s'est retirée à l'écart pour prier pendant que le combat faisait rage. Maintenant elle revient, pâle mais déterminée. Elle saisit son étendard et le brandit vers les tourelles. « En avant, la place est nôtre !» crie-t-elle. Les soldats français, qui s'apprêtaient à décrocher, la voient et poussent une immense clameur. L'assaut reprend avec une fureur décuplée. Les Français se précipitent vers les échelles, escaladent les murs, enfoncent les défenses anglaises qui commencent à céder sous la pression. Glasdale, le commandant anglais, tente de se replier du boulevard vers les tourelles en empruntant un pont-levis de bois. Mais le pont s'effondre sous le poids des hommes en armure. Glasdale tombe dans la Loire et se noie instantanément, entraîné vers le fond par le poids de son armure. Plusieurs de ses lieutenants périssent avec lui. La mort de leur chef démoralise les Anglais survivants, qui se rendent ou s'enfuient. Vers 7 heures du soir, les tourelles sont prises. Les pertes anglaises sont catastrophiques, près de 1000 morts et 600 prisonniers. 200 prisonniers français qui étaient détenus dans le fort sont libérés. Les Français ont subi des pertes également, mais beaucoup moins lourdes. Et surtout, ils ont reconquis le pont. Orléans est maintenant relié à la rive sud. Le ravitaillement peut reprendre normalement. Les Anglais ont perdu leur principal atout. Dans la nuit, Jeanne retourne à Orléans où la population est en délire. Avant de partir, elle avait promis au trésorier Jacques Boucher qu'elle lui ramènerait un Godon, un Anglais, prisonnier, pour partager la lose qu'il lui avait offerte. Elle tient parole et revient avec un prisonnier. Elle avait aussi promis qu'elle rentrerait par le pont d'Orléans. Là encore, sa parole s'est réalisée. Pour les Orléanais, ces prédictions accomplies sont des miracles qui prouvent que Dieu est avec Jeanne. Le 8 mai au matin, les Anglais qui occupent encore les bastilles au nord d'Orléans font démolir leurs fortifications les plus exposées et rassemblent leurs troupes dans la plaine près de Fous-à-l'Avant, Saint-Laurent. Ils forment leur ligne en ordre de bataille, archers en avant, hommes d'armes derrière, prêts à affronter les Français dans un engagement décisif. Talbot et Suffolk commandent environ 3000 hommes, tout ce qui reste de l'armée anglaise après les pertes des derniers jours. Les Français sortent d'Orléans en masse pour faire face aux Anglais. Pour la première fois depuis le début du siège, ils ont l'avantage numérique, l'armée de secours. Les renforts arrivés avec Dunois et la garnison d'Orléans forment une force imposante de plusieurs milliers d'hommes. Les deux armées se font face pendant 1 heure, attendant que l'autre attaque. La tension est insoutenable, un seul ordre pourrait déclencher un massacre. Mais Jeanne refuse de donner cet ordre. Elle fait dresser un autel en plein champ et assiste à la messe. C'est dimanche, et elle ne veut pas combattre le jour du Seigneur.
Les prêtres célèbrent l'office pendant que les deux armées restent immobiles face à face. Cette décision stupéfie les capitaines français, certains furieux de laisser échapper l'occasion d'écraser les Anglais, d'autres soulagés d'éviter un bain de sang. Jeanne reste inflexible. Après la messe, elle demande au capitaine si les Anglais ont le visage tourné vers eux ou vers l'autre direction. On lui répond que les Anglais leur tournent le dos, ils commencent à se replier. Jeanne déclare alors « Au nom de Dieu, laissez-les partir. Il ne plaît pas à notre Seigneur qu'on les combatte aujourd'hui. Vous les aurez une autre fois. » C'est une décision extraordinaire de sang-froid et de discipline qui sidère tout le monde. Jeanne vient de remporter 4 jours de victoire consécutive et elle laisse partir ses ennemis sans les poursuivre par respect pour le jour sacré. Talbot comprend qu'il a perdu. Sans les tourelles, le siège n'a plus de sens. Orléans peut être ravitaillé à volonté par le sud. Ces bastilles isolées peuvent être prises une par une comme l'ont été Saint-Loup et les Augustins. Il n'a plus assez d'hommes pour tenir la ville, et les renforts anglais sont trop loin pour arriver à temps. La seule option raisonnable est de lever le siège et de replier ce qui reste de son armée avant d'être complètement détruit. Les Anglais abandonnent leur dernière bastille dans la journée et se retirent vers le nord. Le siège d'Orléans est terminé. Il a duré 6 mois et 27 jours, du 12 octobre 1428 au 8 mai 1429. Mais la levée du siège proprement dite, du premier assaut de Jeanne à Saint-Loup le 4 mai jusqu'au départ des Anglais le 8 mai, n'a pris que 4 jours. 4 jours pour briser un siège qui semblait inébranlable. 4 jours pour transformer une défaite certaine en victoire miraculeuse. 4 jours qui changent le cours de la guerre de 100 ans. Le succès de Jeanne à Orléans ne s'explique pas seulement par ses victoires tactiques. Ce qui a changé, c'est le moral de l'armée française. Depuis Azincourt en 1415, les Français avaient développé un complexe d'infériorité face aux Anglais. Ils avaient perdu toute confiance en leurs capacités, persuadés que les archers anglais étaient invincibles et que Dieu lui-même avait abandonné la France. Cette mentalité défaitiste se voyait dans chaque bataille où les Français se faisaient écraser par des forces anglaises souvent inférieures en nombre. Jeanne a brisé cette malédiction psychologique. Elle a convaincu les soldats français qu'ils pouvaient gagner, que Dieu était de leur côté, que leur cause était juste. Son courage personnel, sa foi inébranlable et ses victoires rapides ont redonné aux Français la confiance qui leur manquait depuis des années. Après Orléans, ils ne voient plus les Anglais comme des surhommes invincibles, mais comme des ennemis qu'on peut battre. Cette transformation mentale est aussi importante que les victoires militaires. Les capitaines français comme La Hire, Dunois, Pothon de Xaintrailles sont des guerriers compétents qui ont combattu pendant des années. Ils savent se battre, mais ils avaient perdu l'espoir et l'initiative. Jeanne leur a redonné les deux. Elle les a forcés à passer à l'offensive au lieu d'attendre passivement que les Anglais les écrasent. Elle les a obligés à prendre des risques, à attaquer des positions fortifiées, à croire en la victoire. Les soldats ordinaires ressentent la même transformation. Pendant 6 mois, ils ont regardé les Anglais construire leurs bastilles autour d'Orléans sans oser les attaquer sérieusement. Ils faisaient des escarmouches, mais c'était du harcèlement défensif, pas de vraies offensives. Avec Jeanne, ils découvrent qu'ils peuvent prendre ces bastilles d'assaut et les conquérir. À Saint-Loup, aux Augustins, aux Tourelles, ils ont prouvé leur valeur et retrouvé leur fierté. La dimension religieuse joue un rôle crucial dans cette transformation. Jeanne impose une discipline morale stricte aux troupes. Elle chasse les prostituées, interdit les jurons, oblige les soldats à se confesser et à assister à la messe. Pour les guerriers médiévaux profondément croyants, cette purification religieuse a un sens profond. Ils se sentent blanchis de leurs péchés, dignes de combattre pour une cause juste. Les prêtres qui précèdent l'armée en chantant des hymnes transforment la guerre en croisade. Cette spiritualisation du conflit donne aux Français un avantage moral sur les Anglais. Ces derniers, qui se battent pour conquérir des terres et s'enrichir, n'ont pas la même motivation transcendante. Les Français, convaincus qu'ils défendent leur patrie avec l'aide de Dieu, développent une combativité nouvelle. Ils acceptent de prendre des risques et de faire des sacrifices qu'ils n'auraient jamais consentis auparavant. La présence de Jeanne dans les combats, son courage physique, malgré ses blessures, inspire un dévouement total. Les Anglais, de leur côté, sont déstabilisés par Jeanne.
Ils ne savent pas comment interpréter cette fille qui n'a rien d'une guerrière professionnelle, mais qui galvanise les Français comme aucun capitaine ne l'a fait depuis des décennies. Certains pensent qu'elle est une sorcière qui utilise la magie noire. D'autres la voient comme une illuminée dangereuse. Tous sentent que sa présence change quelque chose de fondamental dans l'équilibre des forces. La propagande anglaise commence immédiatement à la diaboliser. Ils l'appellent la putain des Armagnacs, une hérétique, une suppôte du diable. Ces insultes révèlent leur inquiétude. Si Jeanne est vraiment envoyée par Dieu pour sauver la France, alors les Anglais ne combattent pas seulement contre Charles Sepp, mais contre la volonté divine elle-même. C'est une idée terrifiante qui sape le moral des troupes anglaises beaucoup plus efficacement que n'importe quelle défaite militaire. Les jours qui suivent la levée du siège d'Orléans voient un changement complet de la dynamique de la guerre. Jeanne ne reste pas à Orléans pour savourer sa victoire. Elle se rend immédiatement à Loches, où Charles Sepp séjourne pour le presser de poursuivre l'offensive. Son objectif est clair, marcher sur Reims et faire sacrer le roi. C'est une ambition audacieuse qui stupéfie les conseillers prudents de Charles. Mais le dauphin, galvanisé par le succès d'Orléans, accepte. L'armée française lance la campagne de la vallée de la Loire, qui va enchaîner les victoires à un rythme vertigineux. Le 12 juin, Jargeau tombe après un assaut mené par Jeanne, où le duc d'Alençon joue un rôle important. Les 5000 Anglais qui défendaient la ville sont écrasés, et leur commandant Guillaume de la Pole est fait prisonnier. Le 15 juin, c'est Meung-sur-Loire qui tombe. Le 16 et 10 à 7 juin, Beaugency capitule après un bref siège. Ces victoires rapides font paniquer les Anglais. Une armée de secours, commandée par John Talbot et Sir John Fastolf, quitte Paris en catastrophe pour tenter d'arrêter l'offensive française. Les deux armées se rencontrent à Pataille le 10 à 8 juin 1429, et la bataille qui s'ensuit est un désastre total pour les Anglais. C'est l'inverse d'Azincourt. Cette fois, ce sont les Français qui massacrent les Anglais. La bataille de Pataille ne dure que quelques minutes. L'avant-garde française, commandée par la Hayer et Xaintraillet, surprend les archers anglais avant qu'ils n'aient le temps de planter leurs pieux défensifs et de former leurs lignes. La cavalerie française charge et écrase les archers dans une mêlée sanglante. Talbot est capturé. Fastolf s'enfuit avec les débris de l'armée. Les Anglais laissent 2500 morts sur le terrain. C'est la première grande victoire française en bataille rangée depuis des décennies. Pataille brise définitivement le mythe de l'invincibilité anglaise. Les archers qui terrorisaient les armées françaises depuis 90 ans sont massacrés en quelques minutes. Le corps d'élite des Longbows anglais ne se remettra jamais de cette défaite. Les Français ont compris comment les vaincre, les attaquer rapidement avant qu'ils ne forment leur position défensive. C'est une leçon tactique qui change tout. Après Pataille, la route de Reims est ouverte. Charles Sept et son armée traversent la Champagne, territoire théoriquement contrôlé par les Bourguignons. Mais les villes ouvrent leurs portes les unes après les autres. Troyes résiste quelques jours, puis capitule le 11 juillet. Châlons en Champagne se rend le 15 juillet. Le 6 juillet, l'armée royale entre à Reims. Le lendemain, 10 à 7 juillet 1429, Charles Sept est sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. Le sacre est un événement politique majeur qui légitime définitivement Charles Sept. Jusqu'alors, il n'était que le dauphin, un prétendant au trône que le traité de Troyes avait déshérité. Maintenant, il est le roi oint de l'huile sainte, reconnu par l'Église et par Dieu. Le jeune Henri VI d'Angleterre pourra bien se faire sacrer à Paris en décembre 1431. Ce ne sera qu'une pâle copie. Le vrai roi de France, c'est Charles Sept, et tout le monde le sait. Jeanne assiste au sacre, debout près du roi avec son étendard. C'est le sommet de sa gloire. En moins de 3 mois, cette bergère de 10 à 7 ans a sauvé Orléans, remporté 4 batailles majeures et fait sacrer son roi. C'est une trajectoire fulgurante qui n'a aucun équivalent dans l'histoire militaire. Les contemporains sont convaincus d'avoir assisté à un miracle. Comment expliquer autrement un tel renversement de situation? Malheureusement pour Jeanne, son étoile commence à décliner presque immédiatement après le sacre. Elle veut marcher sur Paris et chasser définitivement les Anglais. Mais Charles Sept préfère négocier. Le roi pense qu'il peut obtenir par la diplomatie ce que Jeanne a gagné par les armes. C'est une erreur stratégique majeure qui va coûter cher.
L'assaut contre Paris en septembre 1429 est un échec cuisant. Jeanne est blessée d'une arbalète à la cuisse pendant l'attaque et doit se replier. C'est sa première défaite majeure. L'armée royale se disperse pour l'hiver et Jeanne se retrouve réduite à mener de petites opérations sans grand impact. Les courtisans jaloux commencent à comploter contre elle. Les généraux professionnels, qui acceptaient mal qu'une paysanne leur donne des ordres, reprennent le pouvoir. En mai 1430, Jeanne participe à la défense de Compiègne assiégée par les Bourguignons. Le 24 mai, pendant une sortie, elle est isolée avec une poignée d'hommes et capturée par les troupes de Jean de Luxembourg, un vassal du duc de Bourgogne. C'est un désastre. Charles VII ne fait rien pour la racheter ou l'échanger, ce qui reste une des tâches les plus honteuses de son règne. Les Bourguignons vendent Jeanne aux Anglais pour 10 000 livres. Ces derniers la transfèrent à Rouen, où ils organisent un procès en hérésie. L'objectif est double: la faire condamner comme sorcière pour discréditer ses victoires et prouver que Charles VII a été sacré avec l'aide du diable. Le procès est une mascarade judiciaire menée par Pierre Cochon, évêque de Beauvais, un collaborateur zélé des Anglais. Pendant 5 mois, Jeanne est interrogée, harcelée, menacée. Elle se défend avec une intelligence et un courage qui impressionnent même ses juges. Mais le verdict est écrit d'avance. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, devant une foule immense. Elle a 10 à 9 ans. Ses cendres sont jetées dans la Seine pour qu'aucune relique ne subsiste. Les Anglais pensent que la mort de Jeanne va briser l'élan français. C'est le contraire qui se produit. Sa martyrisation renforce la détermination des Français et fait d'elle un symbole immortel. Charles VII, honteux de son inaction, finit par reprendre l'offensive. En 1435, le traité d'Arras réconcilie la France et la Bourgogne, isolant définitivement les Anglais. En 1436, Paris est reprise. En 1453, la bataille de Castillon met fin à la guerre de 100 ans. Les Anglais sont chassés de France et ne gardent que Calais. Le siège d'Orléans et sa levée miraculeuse par Jeanne d'Arc restent un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire militaire. C'est une de ces batailles qui changent le cours de l'histoire et dont les conséquences se font sentir pendant des siècles. Sans la victoire d'Orléans, Charles VII aurait probablement perdu son trône et la France aurait pu devenir une possession anglaise. La dimension militaire de la victoire ne doit pas être sous-estimée. Jeanne n'était pas un génie tactique au sens classique, mais elle comprenait instinctivement l'importance de l'offensive et du moral des troupes. Sa méthode était simple: attaquer rapidement, prendre des risques, ne jamais laisser à l'ennemi le temps de s'organiser. Cette agressivité constante a déstabilisé les Anglais, habitués à des adversaires français prudents et défensifs. Les 4 journées décisives du 4 au 8 mai 1429 montrent une maîtrise tactique remarquable. Les Français ont systématiquement ciblé les bastilles anglaises les plus vulnérables, isolé les garnisons les unes des autres, empêché les renforts d'arriver. La prise des tourelles le 7 mai était un coup de maître qui privait le siège de son point d'appui principal. Les Anglais ne pouvaient plus tenir après cette défaite. Mais la vraie révolution apportée par Jeanne était psychologique. Elle a transformé une armée défaitiste en force de frappe confiante. Elle a redonné aux Français la foi en eux-mêmes et en leur cause. Cette transformation mentale était plus importante que n'importe quelle victoire tactique. Une armée qui croit en sa mission et en son chef peut accomplir des choses impossibles. Jeanne l'a prouvé à Orléans et dans toute la campagne qui a suivi. La dimension religieuse de l'épopée de Jeanne reste controversée aujourd'hui, mais on ne peut pas la séparer de ses succès. Au XVe et XIe siècle, la religion imprégnait chaque aspect de la vie. Une guerre n'était pas seulement un conflit politique ou territorial, c'était un affrontement entre le bien et le mal où Dieu jouait un rôle actif. Jeanne a su utiliser cette mentalité médiévale pour mobiliser les Français, comme aucun chef séculier n'aurait pu le faire. Ces voix divines, qu'on les considère comme authentiques ou comme des hallucinations, lui donnaient une certitude absolue qui était contagieuse. Elle ne doutait jamais, ne se demandait jamais si elle allait gagner. Cette foi totale en sa mission se transmettait aux soldats qui la suivaient. Dans un monde médiéval où les présages, les miracles et l'intervention divine étaient des réalités acceptées par tous, Jeanne représentait la preuve vivante
que Dieu soutenait la France. La postérité de Jeanne d'Arc est immense. Dès sa mort, elle devient une légende. Au XVe siècle, elle est vue comme une sainte martyre par les Français et comme une sorcière par les Anglais. En 1456, 25 ans après sa mort, Charles VII fait réviser son procès. Un tribunal ecclésiastique l'innocente complètement et la réhabilite. C'est trop tard pour la sauver, mais cela lave son honneur. Les siècles suivants voient Jeanne devenir un symbole politique utilisé par tous les bords. Les monarchistes la célèbrent comme la salvatrice du roi. Les républicains la voient comme une héroïne du peuple qui s'est battue contre l'oppression étrangère. Les nationalistes français en font l'incarnation de la patrie. L'Église catholique la béatifie en 1909 et la canonise en 1920, faisant d'elle sainte Jeanne d'Arc. Orléans n'a jamais oublié sa libératrice. Depuis 1429, la ville célèbre chaque année le 8 mai la levée du siège. C'est une des plus anciennes fêtes civiques de France qui s'est perpétuée pendant près de 600 ans, interrompue seulement pendant la Révolution française entre 1793 et 1803. Cette fidélité témoigne de l'importance que les Orléanais attachent à cet événement fondateur de leur histoire. L'histoire du siège d'Orléans nous rappelle que l'histoire n'est pas déterminée d'avance. En octobre 1428, tout indiquait que les Anglais allaient gagner la guerre de 100 ans. Leur victoire semblait inéluctable. 6 mois plus tard, tout avait changé grâce à l'intervention d'une jeune fille que personne ne connaissait. Jeanne d'Arc a prouvé qu'un individu déterminé peut changer le cours de l'histoire, même quand les circonstances semblent désespérées. La dimension humaine de son histoire reste fascinante. C'était une adolescente illettrée qui n'avait aucune expérience militaire, qui aurait dû rester dans son village pour y élever des moutons et se marier. Au lieu de cela, elle a convaincu un roi d'écouter ses visions, rallier une armée à sa cause, remporter des batailles contre des généraux expérimentés et changer le destin d'un royaume. Cette trajectoire est tellement extraordinaire qu'on comprend pourquoi ses contemporains y ont vu la main de Dieu. Son courage physique était remarquable. Elle a été blessée 3 fois pendant les combats d'Orléans, au pied aux Augustins, à l'épaule aux Tourelles et plus tard à la cuisse devant Paris. À chaque fois, elle a continué à combattre malgré la douleur. Quand la flèche lui a transpercé l'épaule le 7 mai, elle l'a arrachée elle-même et est retournée au combat quelques heures plus tard. Ce n'est pas le comportement d'une mystique éthérée, mais d'une guerrière acharnée. Son intelligence stratégique était également notable. Elle comprenait que le moral était plus important que la tactique pure, que la vitesse était essentielle, que l'initiative appartenait à celui qui attaquait. Ces principes semblent évidents aujourd'hui, mais à l'époque, ils représentaient une rupture avec la guerre médiévale traditionnelle basée sur les sièges lents et les manœuvres prudentes. Jeanne a réinventé la guerre offensive à une époque où personne ne la pratiquait plus. Son leadership charismatique était être son atout le plus précieux. Elle savait parler aux soldats, les inspirer, leur donner envie de la suivre même dans les situations les plus dangereuses. Les vieux capitaines endurcis comme La Hire ou Dunois, qui avaient combattu pendant des décennies, acceptaient de recevoir des ordres d'une adolescente parce qu'ils sentaient qu'elle possédait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Une certitude absolue, une vision claire, une foi inébranlable. Le siège d'Orléans nous enseigne aussi que les guerres ne se gagnent pas seulement avec des armes et des tactiques, mais avec des idées et des symboles. Jeanne représentait l'espoir, la résistance nationale, la justice divine. Ces concepts immatériels ont mobilisé des milliers de Français qui avaient perdu toute motivation. Les Anglais avaient des armées plus professionnelles, de meilleurs archers, plus d'expérience. Mais ils n'avaient pas de cause qui transcende les intérêts matériels. Les Français, avec Jeanne, se battaient pour leur pays et pour Dieu. Cette différence a fait toute la différence. L'histoire d'Orléans montre également les limites du déterminisme historique. Rien n'obligeait Charles VII à recevoir Jeanne à Chinon. Il aurait pu la renvoyer comme une folle. Rien n'obligeait les capitaines français à lui obéir. Ils auraient pu l'ignorer ou la saboter. Rien n'obligeait Talbot et Suffolk à laisser passer le convoi de ravitaillement le 29 avril. Ils auraient pu l'attaquer et peut-être le détruire. Chacune de ces décisions aurait pu changer le cours des événements. L'histoire est faite de contingences et de choix individuels, pas de forces impersonnelles qui détermineraient tout à l'avance. La mort tragique de Jeanne 2 ans après sa victoire ajoute une dimension shakespearienne à son histoire.
Elle a atteint le sommet de la gloire à 10 à 7 ans, a été trahie par ceux qu'elle avait sauvés, et est morte brûlée vive à 10 à 9 ans. C'est une trajectoire d'une intensité dramatique rare, qui explique pourquoi son histoire a inspiré des centaines d'œuvres littéraires, artistiques et cinématographiques au fil des siècles. Peu de vies historiques combinent autant de courage, de succès fulgurants, de trahison et de martyrs. Aujourd'hui, presque 600 ans après le siège d'Orléans, Jeanne d'Arc reste une des figures les plus célèbres de l'histoire française. Son image orne des statues dans toute la France. Des villes, des écoles, des rues portent son nom. Elle a inspiré des mouvements politiques de tous bords, des artistes de tout pays, des croyants de toute confession. Cette universalité témoigne de la puissance de son histoire. Le siège d'Orléans reste aussi un exemple fascinant de la façon dont une bataille peut changer l'histoire. Si les Anglais avaient pris la ville en mai 1429, Charles VII aurait probablement perdu son royaume. La France aurait pu devenir une possession anglaise, changeant complètement l'histoire européenne. Le français serait peu. Être devenu une langue régionale, sous domination de l'anglais. La culture française telle que nous la connaissons n'aurait jamais existé. Toute notre réalité actuelle découle en partie de ce qui s'est passé pendant ces 4 jours de mai 1429. C'est cette importance historique qui fait du siège d'Orléans un des événements clés du Moyen Âge. Avec la bataille de Hastings en 1066, la prise de Jérusalem en 1499 et la chute de Constantinople en 1453, la levée du siège d'Orléans fait partie de ces moments charnières qui ont façonné l'Europe moderne. Sans Jeanne d'Arc et sa victoire à Orléans, le monde dans lequel nous vivons serait profondément différent. L'histoire de Jeanne nous rappelle aussi que les femmes ont toujours joué des rôles cruciaux dans l'histoire, même quand les sociétés patriarcales tentaient de les effacer. Au XVe siècle, une femme n'était pas censée porter les armes, encore moins commander des armées. Jeanne a brisé tous ces tabous par la force de sa conviction. Elle a prouvé que le courage et le leadership n'ont pas de sexe, une leçon que l'humanité met encore des siècles à intégrer pleinement. Le siège d'Orléans reste donc bien plus qu'un simple épisode militaire de la guerre de 100 ans. C'est un moment où l'impossible est devenu possible, où une adolescente a changé le destin d'un royaume, où la foi et le courage ont triomphé contre toute attente. C'est l'histoire d'une victoire arrachée en 4 jours qui a sauvé la France et créé une légende immortelle. C'est le récit d'une bergère de 10 à 7 ans qui a brisé les Anglais et est entrée dans l'éternité.